de l'errance. Improvisation sur le thème de l'errance. C'est un thème, bien sûr, très, comment dire, fréquemment visité par des tas de gens. Beaucoup de gens s'en saisissent, se déterminent comme errants ou travaillent en tant qu'étudiants sur le thème de l'errance dans telle ou telle branche du savoir. À partir de quel moment se détermine-t-on en tant que errant, et que quelque part on trouve dans le terme d'errance une sorte d'identité, une sorte de détermination, une sorte de fonction. On utilise le terme d'errance pour parler de quelque chose qui est propre à soi. Donc à partir du moment où on a un problème de fixité, quelque part on est une sorte de nomade volontaire ou pas, donc à ce moment-là ce serait une sorte de réfugié, mais un réfugié qui passerait d'un lieu à un autre, un réfugié qui ne résiderait nulle part. À partir du moment où on se détermine comme errant, on est quelque part sans horizon stable, on est en quête, on est en recherche d'un territoire, d'une appartenance, d'une détermination. L'errance est quelque chose qui peut apparaître comme une malédiction. Faut-il vivre des situations assez particulières? Faut-il être un errant pour pouvoir parler de la destinée humaine, des problèmes que l'homme rencontre dans son existence, dans son rapport à l'autre, dans son rapport à la nature? Être errant, c'est c'est pas du tout reposant. Ce n'est pas confortable. C'est un éternel questionnement sur la destination, sur le positionnement. Errer, c'est être souvent sur la voie du départ. On n'est pas installé, on est dans une situation de, comment dire, on est sur le départ à chaque fois. On peut errer d'un territoire physique, matériel, à un autre. On peut errer d'une pensée à une autre, d'une époque à une autre, d'une culture à une autre, d'un credo à un autre. On peut errer de multiples façons. Mais souvent, en tout cas en ce qui me concerne, il s'agit d'une errance multiforme. Il ne s'agit pas d'une errance en quête d'un bien-être. Non, il s'agit de la continuité d'un voyage, d'un déplacement qui a été entamé il y a bien longtemps.
L'être humain est toujours en quête de ce qu'il ne connaît pas. Il a besoin d'aller voir, d'aller toucher, d'aller humer d'autres terres, d'autres humus. S'il vit dans un paysage plutôt austère, il a envie d'aller voir ailleurs parce que peut-être c'est plus prospère, plus bienveillant. Beaucoup de gens empruntent le terme d'errant, mais souvent basculent sur celui d'exilé. Il est, il est assez malaisé d'utiliser le terme d'exilé. L'exil est quelque chose qui n'est pas volontaire, en tout cas, on est poussé à l'exil. On s'exile parce qu'il y a un risque pour sa vie. On ne s'exile pas parce qu'on a envie, on en a marre d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a une demande. L'exilé ne choisit pas le lieu de son exil, alors que l'errant peut être quelqu'un qui n'arrive pas à s'attacher à un territoire, qui n'arrive pas à s'attacher à des symboles, qui n'arrive pas à se retrouver dans les philosophies ou les vérités offertes. Quelque part, il y a ce dont je voulais vraiment parler, c'est du terme de l'errance immobile. Il s'agit d'une errance qui n'est pas physique, elle est plutôt mentale. On est matériellement, administrativement, bien quelque part, mais on est en situation de déplacement, en situation d'errance. C'est parce que il n'est pas possible de mettre fin aux sensations de malaise, parce que le malaise est permanent, parce que ce qui est offert est insuffisant, parce que les références, les valeurs, l'idéologie, l'histoire, tout cela, il y a une difficulté intrinsèque à se l'approprier, à en faire son identité, c'est à l'habiter. Surtout que cette appropriation demande à être assez totale, assez... quelque part, il y a comme une sorte de totalisation. Il n'est pas possible de dire qu'on prend une partie, qu'on rejette une autre. À chaque fois, à chaque endroit, il y a cet impératif de l'adhésion à ce qui fait référence commune. Alors, si on a quitté un territoire premier pour aller voir ailleurs, il est possible qu'on soit toujours dans la situation de quêteur. En quête. Ça ne nous suffit pas ce qu'il y a. On se sent encore en demande. L'errant est un quêteur de sens, un quêteur de destin, un quêteur de symboles. Le monde d'aujourd'hui est un monde qui
offre beaucoup, mais désoriente énormément. Vous offre les moyens de vous affranchir, de vous émanciper de tout. Mais à la place, il n'offre que cela. On fait le vide, mais on ne met rien à la place du vide. Le vide est tout. Il n'est pas possible de bricoler des références prises par-ci ou par-là pour meubler ce vide. La nature, notre nature a horreur du vide. Le vide est angoissant. Le vide est déstabilisant. Le vide demande à être rempli. À chaque fois, il y a besoin d'apporter des éléments, de les ajouter à d'autres éléments pour faire constituer un ensemble homogène, un ensemble unifié, référentiellement parlant. Alors la France peut-elle offrir cet horizon d'appartenance? Bien sûr que non. Malheureusement, non. C'est un nom dit en français. Mais que peut-on dire d'autre? Le nom s'impose. Bien sûr, c'est une culture dominante, culture qui est campée sur son passé, sur ses références, sur ses hommes, sur ses siècles de lumière, sur sa révolution, sur sa république. Il n'y a pas d'horizon autre. La République est un horizon indépassable. Le siècle des Lumières est la référence ultime. Mais quid de quelque chose, même l'universel est un universel français. Et quid d'un universel encore plus ouvert, un universel qui ne fait pas de la langue française quelque chose d'important. La langue n'est pas importante, c'est uniquement un moyen pour communiquer, pour s'adresser à l'autre. Mais de là à en faire un fondement d'une appartenance. J'appartiens à une langue et je n'appartiens pas à une autre. Cette appartenance est hiérarchisée. Elle demande à choisir. D'abord l'appartenance première, après l'appartenance seconde et l'appartenance tertiaire, etc., etc. Mais la question, peut-on se satisfaire de cette langue? Peut-on se satisfaire de ce territoire? Ce territoire demande à ce qu'on lui rende hommage, à ce qu'on lui soit affilié totalement. Peu importe. Et là, ces éléments qu'il met en avant. Laïcité, révolution, égalité, tellement d'éléments qu'il met en avant. Et c'est cela qui est important. Donc, choisir parmi ce qu'il nous offre, mais pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. La France n'est pas un pays joyeux, n'est pas un pays gai. La France pratique la séparation à partir des origines géographiques, les origines sociales. Bien entendu, on ne peut pas se transformer en une sorte de savant. Apprendre tout ce qui fait le fond commun de l'intellectuel classique, l'intellectuel médiatique, et profiter de chaque instant pour dégorger, pour
vomir tout cela. Oui, un tel Rousseau, je ne sais pas, Foucault, à chaque fois, Derrida, à chaque fois. Il y a ces références de passage, ces éléments de passage. Mais après, on est quoi? Si on est à l'image de l'intellectuel français qui a des références à n'en plus finir, qui à chaque fois ponctue son discours d'une référence à un tel, en pensée d'un tel siècle, d'un tel personnage, à chaque fois il veut en imposer par la quantité et bon, peut-être aussi la qualité de ses références. Plus on en cite, mieux on est. Mais pourquoi s'imposer cela? Moi, je ne veux pas des références anciennes, références autres, des références qui datent. Peu importe, elles ont apporté quelque chose. Mais il y a d'autres contextes, d'autres lieux, d'autres époques et des choses à venir. Et puis même, de par mon origine, même si je devais être à l'image de ceux-là, je serais toujours considéré comme toujours quelque chose d'étrange, une sorte de singe savant. Je l'ai dit, j'aurais été une sorte de singe savant à qui on a appris à faire des tours extraordinaires, mais il n'en demeure pas moins un singe. Moi, je ne veux pas être un singe, moi je veux exister par moi-même, parce que j'ai mon mot à dire. J'ai appris partout, j'ai appris des choses. Et j'essaie d'y mettre ma patte, d'y mettre, je ne sais pas, de reproduire une pensée, reproduire des tours intellectuels. J'essaie d'apporter cette nuance. C'est ça, si je devais retenir qu'un terme, qu'un mot, qu'une notion, la notion de nuance, le français, cette nuance qui m'intéresse en tout ce qui est contexte français, cette nuance. Malheureusement, je ne peux accéder aux Français, je ne peux accéder aux autres, quels qu'ils soient, français ou pas. Je suis fixé dans ma demeure, je suis face à ma quête, cette quête erratique, cette quête continuelle. J'erre encore, j'essaie de voir, d'entrevoir un sens aux choses, j'essaie de montrer que je suis un adulte vieillissant et que quelque part j'ai acquis cette capacité à produire du discours signifiant, discours englobant. L'errance, la non-appartenance, la non-affiliation, la non-détermination, l'errance, quand personne ne veut sortir de sa chapelle, quand tout le monde est pris par ses convictions jusqu'à la mort. J'appartiens à mes convictions. J'ai en moi le sentiment de la justesse de mes croyances. Point de voyage, point de déplacement. Je ne me déplacerai pas vers l'autre parce que il ne m'intéresse pas, parce qu'il ne m'offre rien. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais moi, j'ai besoin ni d'un bouddhisme, ni d'un rien. J'ai pas besoin. J'ai besoin d'errer parce que cela est encore ce qui peut me déterminer, ce qui peut m'identifier.
je suis en train de réussir ou pas à développer ce terme d'errance. En tout cas, le terme est riche et protéiforme. Bien sûr, il y a derrière toujours cette histoire de s'adresser à quelqu'un d'hypothétique, surtout l'Internet, on ne sait pas à qui on s'adresse, donc mais peu importe. Il s'adresse, et quelque part, cette histoire de dire que j'appartiens au monde, je n'appartiens pas à la France, ni à mon pays de naissance, j'appartiens au monde. Le monde est à moi. J'ai le droit d'y aller, d'y être, d'errer, le droit d'aller d'un autre. Mais les errants sont les vagabonds, et l'histoire a montré qu'on n'aime pas les vagabonds. Ceux qui n'ont pas été invités, ceux à qui on n'a pas délivré de droit de passage ou de résidence. L'errant n'est pas une figure positive. L'errant est plutôt celui dont il faut se méfier parce qu'il a un objectif autre, parce qu'on ne sait pas ce qu'il cherche exactement, parce qu'il ne s'installe pas dans une vérité. Il est doutant, c'est quelqu'un qui interroge trop, qui n'accepte pas le confort de ce qui est connu. Alors il est quelque part un adversaire, voire un ennemi, en tout cas un être suspicieux. L'histoire d'une humanité est une histoire courte, tout ce qu'on a accumulé là quelques milliers d'années d'existence. L'espèce existe depuis bien longtemps. Elle existera peut-être encore un peu plus longtemps. Mais peut-on se satisfaire de ce qui a été produit pendant ces quelques milliers d'années, 3000 ans à tout casser? Peut-on se satisfaire de cela, de ce résultat, de ces légendes, de ces credos? Peut-on se satisfaire de cela quand obligatoirement, fatalement, dans quelques siècles, tout cela aura pris une autre tournure? La vérité est quelque chose d'historique, bien déterminé. La vérité d'hier, c'est peut-être encore la vérité d'aujourd'hui, mais point la vérité de demain et du surlendemain. Nos vérités sont voyageuses, mais tous les voyages s'arrêtent un jour. Il n'est pas possible d'errer dans les périodes, dans le temps. Nous sommes limités par notre espérance de vie. Je demeure dans mon siècle, dans mon époque, je suis prisonnier de ces vérités. Et si je veux errer, je finirai toujours par revenir vers mon point de départ. Je ne suis pas dépassé par la limite du projet, c'est son échec patent. On erre, mais on revient toujours aux mêmes questions. Peut-être pour finir sa vie sur les mêmes réponses, parce que on doit trouver là une sorte de lien ultime avec nos prédécesseurs. Nous revenons vers eux
parce que nos interrogations n'ont pas reçu de réponse. Alors, on revient vers ce qui est connu. Au cas où, toujours cette part, on laisse toujours une part au hasard, à la question, un petit bout d'ouvert. Peut-être que les prédécesseurs n'ont pas eu tort. Peut-être qu'il faut satisfaire de leurs réponses, après tout. Mais bon, l'errance, son mot pas évident à prononcer parce qu'il y a ces deux R. Alors, on ne sait pas s'il faut les rouler, on ne sait pas s'il faut bien l'errance, s'il faut vraiment s'en saisir et les faire tourner dans sa langue, dans sa bouche, avant de les sortir comme des pierres qui grondent, comme des galets que la vague refluente fait résonner. Le monde, qu'est-ce qu'un individu devant le monde? Les questions n'ont point d'intérêt. Le destin d'un individu n'a point de singularité. Il y a longtemps que l'envie d'être singulier m'a quitté. Je cherche juste seulement à me fondre dans quelque chose et peut-être plus grand que moi, au plus petit, et peut-être commencer un autre type d'errance, errer de corps en corps, de micro en micro, et peut-être se réincarner en partie dans quelque chose de macro, pour revenir vers du micro, et encore du macro, micro-macro, macro-micro, et peut-être un jour, qui sait, dans cette errance sans fin, se retrouver dans un lieu vraiment très lointain, un lieu inimaginable, juste partie d'un ensemble inimaginable, ou peut-être vais-je résider lorsque mes atomes vont entamer le voyage ultime. Je vais résider dans les micros, passerai d'un insecte à un autre, d'une bactérie à une autre, errant aujourd'hui, errant toujours, errance, déshérence. Bon, j'arrête les dégâts.